Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le colonel Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet du secrétaire d'État américain, pour discuter de certaines erreurs de calcul possibles. Merci d'être avec nous. Je voulais vous interroger sur, comme je l'ai dit, certaines des mauvaises directions que non seulement les États-Unis, mais aussi l'OTAN pourraient prendre en ce moment, car le président Trump semble être très pressé d'inverser le déclin relatif des États-Unis. Son arme secrète, ou sa méthode, semble consister à utiliser la force ou à menacer de l'utiliser pour obtenir ce qu'il veut. Cependant, il ne semble pas vouloir être entraîné dans des conflits coûteux. Donc, le Panama s'est réglé rapidement, juste une petite menace, et il a obtenu ce qu'il voulait. Le Groenland est devenu trop complexe, alors il se retire un peu. Il semble que lorsque le Yémen et l'Iran ne se sont pas déroulés comme il le souhaitait, il s'est retiré rapidement, tandis que le Venezuela semble avoir été le succès ultime. C'est-à-dire, selon lui, que c'était une opération d'un jour. Enlever le président et désormais pouvoir, idéalement, dicter la politique étrangère et commerciale. Mais d'après votre expérience dans l'armée et en politique, comment évaluez-vous ce risque de mauvaise estimation? Parce qu'il pourrait se retrouver entraîné dans une guerre plus vaste, qu'il ne souhaite pas nécessairement. C'est beaucoup à analyser. Laisse-moi faire quelques commentaires sur des sujets généraux, comme le Venezuela par exemple. Il ne possède pas le Venezuela. Il possède Maduro et sa femme. Et je pense que cela va devenir de plus en plus évident au cours des prochains mois. Permets-moi aussi de souligner autre chose. Je sais que tu ne l'as pas dit directement, mais tu as mentionné que j'avais travaillé pour Colin Powell. Sais-tu que Trump a fait retirer du Pentagone son autographe, ses souvenirs et tout le reste? C'est un homme noir, donc il a été effacé, il a été expurgé. J'attends qu'ils effacent l'aile du National War College, le collège de guerre le plus prestigieux des forces armées américaines, qui lui était expressément dédié et portait son nom. Ce sera la prochaine étape, Paul. C'est une administration répréhensible. Prendre un homme comme Colin Powell, dont Donald Trump n'est pas digne d'embrasser les pieds, et l'effacer des registres, du moins pour le moment. Je suis sûr que tout cela sera annulé si nous nous débarrassons un jour de Trump. Prenez le Kennedy Center, par exemple, qui va maintenant connaître une période de rénovation de 2 ans. Je savais qu'ils envisageaient des travaux, car j'assiste aux réunions où la direction parle de ce qui se passe, mais ils ont accéléré le processus. 2 ans. Ils vont être désorganisés et inactifs, ce qui sera désagréable pour les artistes et pour tout le monde. En somme, en disant qu'il ne viendrait pas. Voilà ce que fait Donald Trump. Maintenant, pour répondre à votre question, regardez ce qu'il fait en ce moment avec l'instrument principal de sa propre création, si l'on peut dire, à savoir cette farce à Gaza. Tout d'abord, Netanyahou continue de tuer à un rythme alarmant, en réalité, alors qu'il est censé y avoir un cessez-le-feu et que nous sommes censés nous concentrer sur cette nouvelle organisation. Mais regardez ce qu'il a fait en matière de stratégie de sécurité nationale. Vous l'avez probablement lu. Vous savez qu'il y est écrit que nous quittons le Moyen-Orient, ou du moins que nous réduisons considérablement notre présence là-bas. Nous assumons l'une des plus grandes responsabilités. Même si vous ne lisez que les petites lignes de cette opération, dont Trump sera responsable à vie, avec tous ces autres qui payent $1 milliard pour y participer, nous ne partons pas. À moins que, et j'en viens maintenant au point essentiel, je pense que toute cette histoire de guerre avec l'Iran est une farce. Je pense qu'on l'a mis au courant au Pentagone. Je pense que d'autres, au sein de la structure alliée, telle qu'elle existe aujourd'hui, l'ont également informé. Et je pense qu'il comprend qu'il s'attaque à bien plus que ce que l'armée américaine peut supporter. Et qu'en fin de compte, avec les élections de mi-mandat qui approchent,
Si toutefois ils les laissent se tenir, et je commence à être très inquiet à ce sujet, elles mettront également fin à sa présidence. Si ce n'est pas par une procédure de destitution, ce sera certainement par un 4 ans, et puis s'en va. Que Dieu te bénisse, et que le diable t'emporte. Nous en sommes donc à un point où ce dont tu parlais, je pense, est en train d'être traité de manière que des experts et d'autres. Eh bien, je t'ai envoyé cet article d'Anatole Lieven. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je n'ai pas pu te transmettre le commentaire que j'ai fait à Anatole. Mais le commentaire disait essentiellement « Je pense que tu es un peu trop positif des deux côtés. Et ce que tu viens de dire à propos de la Russie, je pense, en est un indicateur. Le fait que les prix du pétrole aient baissé, que l'inflation soit peut-être de 12 ou 13%, qu'ils doivent peut-être commencer à enrôler des gens et cesser de payer ces frais exorbitants, etc. Toutes ces choses ont un impact. Oui, mais elles n'empêcheront pas la Russie de faire ce qu'elle doit faire. Et si elle veut mettre fin à cette affaire, quelque chose comme ce dont tu parles, Odessa, un geste spectaculaire de ce genre est probablement nécessaire. En même temps, je dois admettre qu'Anatole a probablement raison. Tant que l'Europe, et dans une certaine mesure les États-Unis, continuent d'alimenter ce qui se passe avec Zelensky et sa capacité à agir contre les forces russes déployées devant lui, cela pourrait durer indéfiniment, ou du moins très longtemps. Et dans ce contexte, ce serait l'équivalent de toujours. Car comme je l'ai déjà dit, je pense que Poutine est aujourd'hui davantage préoccupé par quelque chose dont personne ne parle vraiment. Il s'inquiète de ce que Joe Biden et même ses prédécesseurs ont fait lorsque nous avons adopté cette approche antagoniste envers la Russie, en construisant tout cet appareil destiné à entraîner la Russie dans le piège ukrainien. Il craint de s'y retrouver coincé. Son armée est mobilisée, très lourdement mobilisée, en Ukraine. Et nous le menaçons ailleurs, principalement en ce moment, directement en face de lui, en Iran, parce qu'il a un traité de défense avec l'Iran. Et nous menaçons d'utiliser la force militaire de manière très évidente contre l'Iran. Nous venons de l'utiliser d'une manière moins évidente, sauf pour ceux d'entre nous qui savent ce que Kermit Roosevelt a fait en 1953, car c'est exactement ce que nous faisions à Téhéran et ailleurs en Iran. Nous menions une insurrection et tentions de renverser le régime avec Israël comme principal pilier de l'attente. C'est tellement confus en ce moment que, lorsque les gens me disent que Epstein va faire tomber Trump, si ce n'est pas Epstein, c'est la question du pouvoir d'achat, les tarifs ne faisant rien d'autre que tout gâcher. Si ce n'est pas ça, ce sont les autres choses qu'il fait auxquelles les gens commencent enfin à se réveiller. Si ce n'est pas ça, c'est l'incompétence de son équipe. Si ce n'est pas ça, c'est le fait que les Américains commencent à comprendre qu'il existe une véritable menace d'invocation de la loi sur l'insurrection et de déploiement de troupes partout aux États-Unis, en particulier dans les villes démocrates, et ainsi de suite. Tout cela est vrai, et tout cela se construit en vue des élections de mi-mandat. Mais il pourrait très bien annuler ces élections et s'en tirer probablement avec ce congrès docile. Donc Glenn, je considère toute cette situation comme bien plus dangereuse sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Même avec l'Iran, là dehors en ce moment, semblant pouvoir exploser à tout instant. Je ne pense pas que ça va exploser. Je pense qu'ils discutent et je crois que les pourparlers progressent. Je ne sais pas ce qu'ils signifieront au final, mais je soupçonne que cela ne correspondra pas à ce que Trump disait que cela signifierait, c'est-à-dire une quasi-désarmement total de l'Iran ou une action militaire majeure menée contre eux. Je pense que c'est absurde. Nous avons déplacé toutes ces forces, d'ailleurs à grands frais, et nous n'avons pas beaucoup de dollars à gaspiller en ce moment pour rien d'autre que la tentative de Donald Trump de se donner à nouveau l'image d'un grand négociateur,
en utilisant les seuls outils dont il dispose, les sanctions et en dernier recours, la force militaire. Il semble qu'il se sentait un peu euphorique après le succès, enfin, appelons cela un succès, au Venezuela, si l'objectif était simplement d'enlever le président. Mais, d'après ses tweets, on voit qu'il écrit que nous avons maintenant une armada encore plus grande que celle que nous avions lorsque nous nous sommes dirigés vers le Venezuela. Et les ayatollahs, eux, ont vu ce qui s'est passé au Venezuela hier. Mais c'est un argument étrange à avancer, car ce genre de succès n'est pas transférable. Il n'y a pas eu de grande guerre avec le Venezuela. Ils ont simplement envoyé des troupes, enlevé le président et l'ont ramené aux États-Unis. Mais cela ne peut pas se faire avec l'Iran. Personne ne suggère qu'ils vont débarquer avec quelques troupes et enlever l'ayatollah. Cela n'arrivera pas. Il n'est donc pas clair pourquoi cette opération au Venezuela devrait inspirer autant de confiance quant à la possibilité de vaincre militairement l'Iran. Pardon? J'allais justement dire, pendant qu'on en parle, qu'on m'a dit que finalement, l'interrogatoire d'un haut membre du cabinet de l'administration Trump par un certain congressman était parvenu jusqu'à Trump. Et c'était Ron Paul qui a mis Marco Rubio dans l'embarras avec une question toute simple. Et si quelqu'un faisait ça à ton patron? Non, non. Et si quelqu'un faisait ça à ton patron, comment appellerais-tu ça? Rubio a essayé de trouver une réponse, et Rand a insisté. Comment appellerais-tu ça? Ne serait-ce pas la guerre? Ne serait-ce pas un acte de guerre? Ne serait-ce pas quelque chose auquel on répondrait par la guerre? Apparemment, Trump en a entendu parler. Oui, eh bien, il le fallait. Il le fallait. Et il devrait y avoir plus de congressmen avec ce genre de cran pour poser ce type de questions aux principaux membres du cabinet et marteler le message jusqu'au bout. Donc, vous êtes actuellement dans une situation où Trump a donné des exemples de sa politique en matière de relations internationales, si l'on peut dire, qui vont lui revenir en pleine figure, surtout si le Congrès finit par mûrir un peu et trouve un peu de courage moral et de courage politique. Et il y a de plus en plus de républicains. Ron Paul, je le sais, est une bête rare, tout comme Tom Massie est une bête rare, mais il y a de plus en plus de républicains. Rappelez-vous, je suis républicain. Ils me parlent plus beaucoup, mais quand ils le font, ils râlent, ils ne savent pas. L'un d'eux a dit quelque chose comme ceci. On s'est fait avoir. Eh bien, si vous connaissez cette expression du Sud, cela veut simplement dire que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Vous avez eu bien pire. Eh bien, c'est très étrange qu'il n'y ait pas eu plus de résistance à Trump parmi les républicains, car il propose quelque chose de très différent de ce qu'il demandait. Mais sur la question vénézuélienne, c'est aussi très différent de l'Iran. Vous savez, si l'on veut passer d'un succès à un autre, parce que le Venezuela ne voulait vraiment pas déclencher un conflit plus large, encore une fois, c'est dans l'arrière-cour de l'Amérique. Ce n'est rien qu'elle puisse gagner ou dont elle puisse sortir renforcée. Donc, vous savez, ils ont encaissé le coup et ont plus ou moins laissé tomber. Mais ce n'est pas le cas avec l'Iran. Cette idée que nous pourrions mener une attaque coup de poing contre l'Iran, le frapper fort un jour, puis déclarer la victoire et rentrer chez nous. Les Iraniens semblent avoir clairement indiqué que cela ne ferait qu'encourager les États-Unis et Israël à revenir à la charge. Ils ont donc essentiellement déclaré « Nous allons riposter de toutes nos forces, même s'il s'agit d'une petite attaque, et cela frappera tout dans la région. Ce sera une guerre régionale. » Ce n'est pas ce que Trump veut, semble-t-il. Il souhaite une campagne brève et efficace, bombarder le matin, que l'Iran ne riposte pas, et l'après-midi dire « Bon, arrêtons-nous là, rentrons chez nous », puis pouvoir revendiquer la victoire. Mais que peut-il faire maintenant? Soit il déclenche une guerre majeure,
Soit, s'il s'en va les mains vides, cela ne colle pas avec l'image d'homme fort qu'il essaye de se construire. Il n'a rien à montrer pour justifier ses actions. Alors, comment peut-il se sortir de la situation dans laquelle il s'est lui-même enfermé? Il y a quelques semaines, j'aurais dit que vous aviez absolument raison, que l'issue la plus inévitable serait une utilisation de la force par les États-Unis. Mais au cours des dernières 48 heures, plusieurs personnes en Iran, plusieurs personnes dans la région et plusieurs personnes ici, dans ce pays, qui ont une certaine connaissance de la situation actuelle, surtout du côté militaire, m'ont fait changer d'avis. Ce qu'on me dit, c'est que, comme l'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Araghchi il y a quelques heures dans son interview à CNN, bien qu'il ait été prudent dans ses propos, des discussions substantielles ont lieu en ce moment. Qu'elles soient directes ou qu'elles passent par des canaux omanais, des bons offices ou autres, je ne sais pas. Mais il semblait indiquer qu'elles pourraient être directes à un niveau inférieur. Et ce qui se passe dans ces discussions, c'est qu'ils font des progrès. Ces progrès incluent des choses comme « Nous n'allons pas essayer de vous retirer vos missiles balistiques ». En fin de compte, ce que nous voulons, et c'est là tout l'enjeu, c'est la même chose que ce que le président Obama a obtenu dans le JCPOA. C'est en somme la recette dont il parle. Je suis sûr que les Iraniens trouveraient cela acceptable. Ce qu'Araghchi laissait entendre, c'est que tant que cela ne retire pas notre souveraineté, tant que cela ne nous enlève pas notre prestige et notre fierté, nous pouvons y adhérer. L'impression que j'ai eue, c'est qu'ils pensaient que c'était la direction qu'ils prenaient. Donc s'ils vont dans ce sens, alors on peut considérer cette armada simplement comme la manière qu'a Trump d'exercer une pression. Vous auriez peut-être obtenu le même résultat s'il y avait eu des discussions plus constructives avec Maduro au Venezuela. Le problème, bien sûr, c'est qu'il était lui-même l'objectif. Et je pense qu'il l'a intuitivement compris, sinon su clairement. On ne peut pas très bien négocier quand ce qu'on met en jeu, c'est sa propre vie et son avenir. Mais dans ce cas, il s'agit de la Perse, une vaste étendue de terre avec 90 millions d'habitants, et ainsi de suite. Et ils ont échoué lamentablement. Trump doit bien en avoir conscience, d'une manière ou d'une autre. Avec le plan de Bibi, l'idée était de renverser le régime. Le Mossad, la CIA et Kermit Roosevelt, avec ses hommes de 1953, pour ainsi dire, étaient tous là, s'activant sans relâche, essayant de tuer des Iraniens et d'en rejeter la faute sur les Iraniens. Il faisait toutes sortes de choses. Je vais écouter Kinzer, c'est le Quincy Institute qui l'invite, le 3, je crois, vers midi. Et je sais à peu près ce que Steven va dire, parce qu'il sait ce qui se passait. Il n'y a pas de meilleur expert au monde sur les changements de régime que Kinzer, surtout en ce qui concerne l'Iran. Donc cela a échoué. Cela a échoué de façon lamentable. Cela a tellement échoué que les Iraniens ont mis la plupart de ces gens en prison ou s'en sont déjà débarrassés, d'une manière ou d'une autre. Il ne reste donc plus que l'action militaire cinétique, directe, en pleine face. Et je pense que le Pentagone a laissé, eh bien, même si Khan a probablement beaucoup filtré, il y a tout de même des gens au Pentagone qui insistent. Nous ne voulons pas faire ça. C'est stupide. Si nous faisons cela, nous allons y rester pour l'éternité et nous allons nous prendre des coups à répétition. Et au fait, il y aura probablement beaucoup d'infrastructures détruites. Israël sera probablement menacé dans son existence même. Et au fait, il y a une arme nucléaire que Bibi peut utiliser. Et au fait, vous savez, le pétrole, vous pensez que la Russie a des problèmes en ce moment avec la baisse des prix du pétrole. Le prix du pétrole va tripler ou quadrupler et la Russie en bénéficiera. Donc tous ces éléments pèsent sur Trump en ce moment. Et il n'est pas stupide à cet égard, je ne pense pas. Il devient peut-être de plus en plus sénile,
mais je ne pense pas qu'il soit encore stupide. Donc je pense que nous discutons, et je pense que c'est ce qu'il cherche. Il cherche un accord qu'il puisse manipuler et ajouter à sa liste pour le prix Nobel de la paix. Eh bien, jusqu'à présent, c'est le prix de la paix de la FIFA. Mais cela dit, quel accord y a-t-il à conclure? Parce qu'il semble que l'objectif soit de détruire l'Iran, ou, disons, de provoquer un changement de régime. C'est l'objectif d'Israël. Je ne pense pas que ça ait jamais été l'objectif de Donald Trump. Il en a fait son objectif uniquement parce que Miriam Adelson le lui a dit. Mais même si l'objectif est un changement de régime, s'il n'y a pas de régime de remplacement, cela conduirait essentiellement à l'effondrement et à la fragmentation de l'Iran. Il semble simplement que tout accord de paix serait une étape vers ce type de destruction, comme l'exigence de réduire les missiles balistiques ou les stocks de drones, affaiblissant ainsi les alliés régionaux. Les missiles ne font pas partie de l'accord. Et indirectement, Arakchi l'a fortement laissé entendre qu'aucun de ces autres éléments, pourtant essentiels pour que l'Iran puisse maintenir sa défense dans la région face à d'autres pays comme l'Arabie saoudite par exemple, n'est inclus. L'Iran ne dispose pas de défense comparable à celle d'un pays normal, si l'on peut dire. Pas de grande armée nationale, pas de grande marine, pas de grande force aérienne. Ce qu'il possède en revanche, ce sont des missiles en abondance. Et c'est là sa principale défense. Et ils ne les abandonneront jamais. Donc, je pense que je sais que cette réalité est bien connue au Pentagone. Nous avons même soutenu, à un moment donné, qu'il était impossible, Monsieur le Président, d'envisager de s'en prendre à cette partie de l'appareil de sécurité iranien, car c'est tout ce qu'ils ont. Et ils se trouvent dans une région dangereuse. L'indice, entre parenthèses, était que le principal danger, c'est Israël. Donc, si on les désarme de cette manière, ils en profiteront. C'est une autre raison pour laquelle je pense toujours qu'Israël est notre marionnette et non l'inverse. Et je pense que nous allons le constater très clairement maintenant, car Netanyahou est furieux que nous fassions ce que nous faisons avec cette nouvelle organisation et que nous ralentissions sa capacité à tuer des Palestiniens. Mais il est en partie freiné par le fait que, je crois, même son propre état-major l'a informé. Si l'Iran nous attaque à nouveau, nous pourrions être détruits. Il sait donc qu'il devrait recourir à l'arme nucléaire pour empêcher la destruction du pays si l'Iran décidait de s'en prendre sérieusement à lui maintenant. Il y a donc un vrai mélange de facteurs ici, et Trump doit composer avec ce mélange. Et je pense qu'il en est arrivé à la conclusion qu'il doit gérer cela par la diplomatie. Arakchi en a parlé aussi. Quand le journaliste de CNN l'a pressé, il ne l'a pas fait de manière dramatique ou agressive. Il a posé la question, eh bien, vous avez déjà été trompé, disons-le comme ça. Et Arakchi a évoqué les tromperies au milieu de la diplomatie et tout le reste. En fait, il a appelé cela la confiance. Et c'est ainsi que les Iraniens l'appellent depuis le début de ce désordre. Ahmadinejad a essentiellement parlé d'un manque de confiance. Et c'est ce qu'Arakchi a dit. Comment peut-on conclure un accord, alors? Comment peut-on discuter? Comment peut-on obtenir un accord qui satisfasse les deux parties? Eh bien, nous construisons la confiance. Nous construisons la confiance. Et l'un des moyens de construire la confiance, c'est de ne pas attaquer à nouveau. Mais cela reste flou pour moi. Alors, de quoi y a-t-il à discuter entre Washington et Téhéran? Qu'est-ce que Téhéran peut offrir que Washington désire réellement? Je pense que ce que tu observes, c'est une tentative de Trump, par des moyens détournés, si tu veux. Peut-être que je lui accorde trop de crédit pour sa finesse,
mais par des moyens indirects. Il essaye de faire exactement ce que sa stratégie de sécurité nationale disait que nous allions faire. Sortir. Oui, il essaye de retirer l'engagement majeur des États-Unis de la région, non pas de rompre les liens avec l'Arabie saoudite ou avec d'autres pays riches, mais de nous faire sortir de cette région. Parce que je pense qu'il sait et comprend, et je crois que certains de ses propos, même avant sa première élection, le montraient déjà que c'est un endroit stupide pour nous, que nous n'avons aucun intérêt à y être, sauf pour protéger nos intérêts dans la région, qui sont principalement le pétrole et Israël. Et vous pouvez faire cela sans être dans la région. Mon Dieu, nous l'avons fait de cette façon pendant 40 ans. Nous n'avions pas une seule botte sur le terrain pendant presque 40 ans, à part des conseillers et des choses de ce genre. Toute notre force stratégique, notre puissance, était au large. Nous appelions cela l'équilibre offshore. Et nous avions juré dans l'armée, et notre président avait juré avec nous, pas une botte sur le terrain, pas un pneu sur le sol au Moyen-Orient. Eh bien, c'est ce qu'il veut. Palestine. Eh bien, cela pourrait tout aussi bien être le contraire. Si ces missiles commencent à être lancés, les États-Unis pourraient se retrouver embourbés là-bas pendant encore une décennie. Eh bien, chaque fois que vous menacez de cette manière, cette possibilité existe toujours. J'ai dû parler à Ahmadinejad lors d'une réunion avec lui pendant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Moi, voyons qui était là. 2-3 d'entre nous. Frank, comment s'appelait-il déjà? Son père était un agent très célèbre de la CIA, Wisner, Frank Wisner. Il a aussi été sous-secrétaire à la Défense pour la politique et il a été notre ambassadeur en Inde. Nous étions là pour demander à Ahmadinejad de faire certaines choses si nous en faisions d'autres. Et lui était là pour nous poser des questions ou pour répondre aux nôtres, et ainsi de suite. Mon rôle était de parler d'un accord sur les incidents en mer, vous savez, l'INSEA, comme celui que nous avions avec les Soviétiques. Parce que nous craignions beaucoup qu'un incident ne se produise dans le golfe Persique ou dans le nord de la mer d'Arabie, et que ça ne mène à la guerre. Alors, après en avoir parlé pendant quelques minutes, Frank et moi avons continué la discussion dans le couloir ensuite. Nous étions avec le ministre des Affaires étrangères d'Iran, qui parlait couramment anglais. Et Ahmadinejad a dit, « Si je comprends bien, nous avons environ 1875 km de littoral sur le golfe Persique, et vous en avez 0. Alors où est le problème ?» À partir de là, nous avons pu en parler de manière rationnelle. Le problème, c'est que nous aurons toujours des navires en mer. Et vous aurez toujours des navires en mer dans votre région. Tant que vous aurez des navires en mer dans votre région, et que nous serons, disons, par hasard, liberté de navigation, peu importe, en train de traverser votre région, nous devons avoir un accord pour éviter de nous massacrer mutuellement et de déclencher une guerre. Et puis nous avons trouvé une solution. Maintenant, c'est un tout petit incident, mais c'est exactement ce qui doit se produire aujourd'hui à une bien plus grande échelle. Nous devons écarter notre marionnette pour y parvenir, car notre marionnette, c'est avant tout son dirigeant, Bibi Netanyahou, dont la relation avec son peuple devient chaque jour plus tendue. Ils ne veulent pas que nous le fassions. Ils ne veulent tout simplement pas, parce que le dernier point sur la liste de Bibi, c'est de changer le régime en Iran ou de le plonger dans un chaos total. Et ces deux choses pourraient bien être équivalentes. Si vous changez le régime, vous allez probablement provoquer un chaos total. Mais cela conviendrait très bien à Bibi. Donc Trump ne va pas faire ça. Je ne pense pas. Nous verrons bien. Je peux me tromper complètement. J'espère que non. Vous voyez, c'est la même approche en Europe, le désir de simplement écarter les États-Unis.
Parce que je me dis, si j'étais Trump, il parle de l'OTAN, eh bien, il a dit que l'OTAN était dépassée. En gros, les Européens devraient apprendre à se défendre eux-mêmes. Chaque fois qu'il parle du succès de l'OTAN, il parle en réalité des Européens eux-mêmes qui dépensent davantage pour l'armée. Maintenant, s'il voulait démanteler l'OTAN, il ne pourrait pas le faire seul, étant donné que cela serait très impopulaire à Washington. Cependant, si vous semez suffisamment de désordre avec les Européens, alors tout le système finira par s'effondrer. C'est une bonne manière de procéder. Je veux dire, toute cette histoire à propos du Groenland, je pense qu'il veut vraiment le Groenland, bien sûr, mais c'est aussi une bonne façon de réduire la présence en Europe, si c'est bien l'objectif. Oui, tu as raison. Je crois que c'est Howard, non? Mark Howard, l'ambassadeur au Danemark. Le type qui, avec Peter Thiel, convoite tous les minéraux sous la calotte glaciaire du Groenland. Il était censé s'y rendre, présenter ses lettres de créance et en gros dire « Je veux ton pays, le Groenland. Je veux ton État, peu importe, je le veux. » Je comprends que maintenant il parle sérieusement d'un accord. Un accord écrit qui, pour ainsi dire, contournerait l'OTAN et donnerait aux États-Unis tout l'accès qu'ils estiment nécessaire et que les autres sont prêts à accorder. Donc ce problème-là, je pense, est probablement en train d'être réglé aussi. Mais tu as raison. Je pense que Trump voudrait, pas de manière agressive, mais d'une façon ou d'une autre, se libérer de l'OTAN, sauf peut-être pour l'engagement du parapluie nucléaire. Parce que je ne crois pas qu'il veuille voir beaucoup de pays européens penser qu'ils devraient se doter de l'arme nucléaire. En ce qui concerne cette stratégie globale, le désir de réduire la présence en Europe, comment voyez-vous cela se concrétiser avec succès en Ukraine? Parce que comme vous l'avez dit auparavant, les choses ne se passent pas bien en Ukraine. Pour beaucoup d'acteurs, c'est même pire. L'Ukraine elle-même, bien sûr, connaît d'énormes difficultés en matière de main-d'œuvre, d'économie, d'infrastructures, surtout les infrastructures énergétiques. Tout est en train de s'arrêter. Et les Russes aussi. Eh bien, ils veulent mettre un terme à tout cela. Il semble donc que la lente et épuisante durée de la guerre pourrait toucher à sa fin. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je vous le disais encore aujourd'hui, j'ai parlé avec l'ancien chef des forces armées allemandes et il faisait remarquer qu'il pense que s'il n'y a pas de règlement diplomatique d'ici mars, les Russes vont lancer une offensive massive en direction d'Odessa. Alors, si c'est le cas, c'est une escalade spectaculaire, mais cela semble cohérent. Ils poussent l'Ukraine jusqu'à son point de rupture et ils veulent en finir avec cette guerre. Alors, comment ça s'inscrit-il dans ce que veut l'Amérique? Encore une fois, je suis un peu surpris. Si Trump voulait mettre fin à cette guerre, il semblait avoir eu de nombreuses occasions de le faire au cours de l'année écoulée. Tu sais, si ma mémoire historique ne me trompe pas, et elle pourrait bien me trahir en vieillissant, j'en oublie beaucoup, je crois que la ligne Curzon correspondait à peu près à la ligne Molotov-Ribbentrop. Peut-être que Poutine ira jusque-là. Alors ils vont avoir un vrai choc, parce qu'on a affaire à un homme prêt à utiliser l'arme nucléaire pour protéger ce qu'il considère comme sa sphère d'influence. Et il a été très explicite à ce sujet, tout comme Lavrov. Et le voilà, prenant non seulement toute l'Ukraine, ou la majeure partie, mais peut-être aussi une petite portion de la Pologne. Tu remarques comment les Polonais agissent en ce moment. Ils s'efforcent frénétiquement d'éliminer tout ce qui, dans leur structure politique, pourrait sembler favorable à Moscou. Ils essaient de l'éradiquer parce qu'ils veulent se rapprocher le plus possible de Washington. Et ils estiment, à juste titre, car notre ambassadeur là-bas les pousse à le ressentir ainsi, qu'ils doivent le faire pour exister, pour avoir un avenir. Ils doivent s'attacher aux États-Unis. Eh bien, regardez ce que Donald Trump essaye de faire.
Pensez-vous que Donald Trump veuille que les Polonais soient une responsabilité pour son administration? Je ne le crois pas. Donc c'est un désordre, un énorme désordre. Mais fondamentalement, la Russie a l'avantage, et elle l'a toujours eu, en termes réels comme je pense en termes futurs. Le problème pour Poutine, de plus en plus, c'est qu'il se rend compte que nous lui faisons des choses ailleurs. Et il a besoin que ses forces armées aient un peu plus de flexibilité, ne serait-ce que pour menacer ou pour assurer la dissuasion. Il est très difficile d'assurer la dissuasion quand nous jouons à des jeux ailleurs comme dans le Caucase, alors que l'essentiel de sa capacité de réponse est mobilisé en Ukraine. Eh bien, je pense que les Européens ont été très clairs à ce sujet aussi. Ils aimeraient que la guerre en Ukraine se poursuive simplement parce qu'elle immobilise les Russes. La première ministre du Danemark l'a dit, et le ministre de la Défense de la Suède a fait le même constat. Si la guerre se terminait, ce serait très mauvais. La Russie aurait alors plus de troupes en mer Baltique. Vous savez, c'est un thème récurrent maintenant. Vous avez entendu la même chose de la part du chef du renseignement allemand hier. Donc, tant que la guerre continue, les forces russes restent engagées. Mais encore une fois, je pense que les Russes sont conscients que surtout dans un monde qui évolue et change autant qu'aujourd'hui, la Russie aimerait garder une certaine flexibilité au cas où quelque chose tournerait mal dans des endroits comme l'Iran. Ce n'est pas idéal d'avoir toutes ces troupes mobilisées. Mais si l'on considère ça comme une menace existentielle, il y a des limites au nombre de concessions que l'on peut accorder. Alors, la seule alternative est d'y mettre rapidement un terme. Mais cela implique une escalade assez spectaculaire. Est-ce donc ce à quoi vous vous attendez maintenant? Eh bien, si vous regardez les néoconservateurs, et cela existe bel et bien, si vous examinez la vision néoconservatrice des grands objectifs stratégiques de la Russie, le premier est de détruire l'OTAN. Et les néoconservateurs diraient qu'ils sont bien avancés dans cette direction. Le second est de détruire le lien transatlantique. Ces deux objectifs peuvent être complémentaires ou distincts. Je pense que si vous faites tomber l'OTAN, vous ferez probablement tomber le lien aussi. Et le troisième est d'établir de meilleures relations avec Washington. En d'autres termes, la Russie pense, qu'il existe un obstacle et que cet obstacle est le lien transatlantique et l'OTAN en particulier, qui empêche d'avoir de meilleures relations avec Washington. Pour une raison ou une autre, les néoconservateurs, du moins certains d'entre eux, vous diraient que Poutine a des arrière-pensées en cherchant de meilleures relations avec Washington, parce qu'il comprend qu'il détient désormais l'avantage dans le monde. C'est la Chine. Il voudrait donc de meilleures relations afin de pouvoir de l'intérieur faire ce qu'il peut pour saper l'Empire, facilitant ainsi un peu le rôle de la Chine. Je n'y crois pas, car je ne crois pas à cette entente entre Pékin et Moscou, sauf comme un expédient commode pour faire face à la stupidité de l'Empire. Et je le pense vraiment, la stupidité de l'Empire. C'est la seule raison pour laquelle la Chine et la Russie sont unies dans ce genre d'alliance tacite. Ce qui se passe actuellement dans l'extrême est de la Russie, avec la Chine qui avance en quelque sorte pour obtenir plus d'espace vital et autres, convient à Poutine pour le moment, car il ne peut pas y faire grand-chose. Mais à l'avenir, cela pourrait aussi poser problème. Et on ne sait jamais vraiment où en est la relation entre l'Inde et la Chine, ni où elle va. Comme je l'ai déjà dit, le mouvement fondamental du pouvoir s'éloigne de l'Occident pour se diriger vers l'Orient. La Russie se retrouve prise au milieu, étant à la fois une puissance asiatique et une puissance européenne. Elle va donc rester prudente, en attendant de voir de quel côté elle finira par pencher à mesure que ce déplacement du pouvoir s'opère, consciente qu'elle ne peut pas rivaliser avec la Chine. Pas maintenant, et probablement pas avant les 30
ou 40 prochaines années. Il existe donc une alliance tacite en ce moment qui semble plutôt bien fonctionner. Et elle garde un œil sur Washington pour s'assurer qu'elle puisse la soutenir pendant son effondrement, pour ainsi dire. Et aussi pour s'assurer que ces 5, 8 ou peu importe, 5885 ogives nucléaires ne soient pas lancées contre elle. Donc, c'est un jeu de kabuki, mais le déplacement inexorable du pouvoir va de l'ouest vers l'est. Et Poutine se retrouve pris au milieu, comme la Russie l'a souvent été au cours des 1000 dernières années environ. Il doit jongler entre les deux jusqu'à ce que la résolution de ce mouvement devienne plus visible et plus solide. Et vous savez, nous ne sommes qu'une puissance de l'hémisphère occidental, et pas une très puissante d'ailleurs. Il joue sur le long terme. Je pense qu'il joue sur le long terme. Eh bien, nous verrons s'il peut se le permettre. Il ne restera peut-être pas si longtemps à Washington. Mais si l'on regarde la stratégie de sécurité nationale, dernière question ici. Si l'objectif principal est que le monde soit multipolaire, alors que faisons-nous? Nous ne pouvons pas être partout. Retirons-nous au moins dans l'hémisphère occidental et assurons-nous d'y régner, au moins ici. C'est-à-dire aucune présence d'autres grandes puissances. Et encore une fois, cela a du sens, mais pardon. Impossible. 60% du commerce de l'Amérique du Sud se fait déjà avec la Chine et environ 60% du commerce de chaque pays pris individuellement également. On ne peut combattre ce genre de choses qu'en menant une sorte d'action de l'arrière-garde, ce qu'était en partie le Venezuela, une action de l'arrière-garde. Non, je doute de notre capacité à inverser cela, mais cette région sera la priorité la plus élevée des États-Unis, c'est-à-dire l'hémisphère occidental et l'Asie de l'Est. Imposé à nous. Imposé à nous. Oh oui, pas choisi. Je veux dire, je ne peux pas insister davantage sur ce point. Au moins, le régime actuel a assez de bon sens pour comprendre qu'ils n'ont pas le choix. Mais étant donné la rétrogradation de l'Europe, comment voyez-vous les problèmes actuels entre les Américains et les Européens en ce qui concerne l'OTAN? Vous avez mentionné que l'OTAN connaîtrait certaines difficultés. S'agit-il simplement d'une période difficile ou pensez-vous que ce bloc militaire commencera enfin à se désagréger? Je pense que c'est l'OTAN qui l'a fait. Je pense qu'il y a deux issues possibles, ou des variantes de ces deux scénarios. Premièrement, les principaux dirigeants en Europe, nous savons tous qui ils sont, les Allemands, les Français et les Britanniques. Même si ces temps-ci j'ai un peu envie d'exclure les Britanniques, et peut-être d'y mettre votre pays à la place, ou quelque chose du genre, quelqu'un avec un peu plus de cran que la Grande-Bretagne. Ils me déçoivent énormément. Ce choix consisterait à ce que les dirigeants s'unissent et créent leur propre architecture de sécurité. Elle pourrait être liée à notre système nucléaire. Elle pourrait même être associée à ce que j'appellerais un exemple tardif de Reforger. Vous vous souvenez de Reforger? Retour des forces en Allemagne. Nous avions toutes ces unités aux États-Unis qui étaient désignées pour être déployées outre-mer si les Russes attaquaient par la brèche et tout ce genre de choses. Cela pourrait avoir des dimensions de ce type, mais il y aurait certainement la dimension nucléaire, car on ne veut pas qu'un grand nombre de pays européens décident de construire leurs propres armes nucléaires. Il faudrait donc une architecture de sécurité européenne solide qui se développe sur, disons, une décennie, qui soit bien financée et dispose de sa propre base industrielle de défense. C'est la bonne alternative, à mon avis, pour l'Europe et peut-être pour le monde. Les autres alternatives, elles s'effondrent. Elles s'effondrent tout simplement
se mordent entre elles, se détestent, se battent. Je ne veux pas dire, enfin j'espère ne pas vouloir dire, dans une véritable guerre sur le terrain, mais vous savez, économiquement, financièrement, elles ne s'entendent tout simplement pas. Elles s'effondrent et elles ne sont pas très puissantes. Souvenez-vous de ces livres il y a environ 15 ou 20 ans, que les gens écrivaient en disant que l'Europe avait un PIB combiné équivalent à celui des États-Unis et qu'elle représentait l'avenir. C'était l'avenir. Eh bien ça, c'est bel et bien parti en fumée. Oui, je me souviens. J'ai acheté un livre une fois. C'était il y a 20 ans, non? Il s'intitulait « Pourquoi le XXe siècle appartient à l'Europe ». Oui, exactement. Ce n'est pas un livre que tu écrirais aujourd'hui pourtant. Mais cela pourrait être une bonne chose si l'Europe reprenait le meilleur de ce qu'elle a accompli depuis la guerre, en particulier ses systèmes sociaux et ses démocraties telles qu'elles sont, et les rénovait, construisait sa propre identité en matière de sécurité et coopérait pour en faire quelque chose d'assez redoutable, qu'elle développe sa base industrielle de défense, et ainsi de suite. Il faut qu'elle se détache des Lockheed Martin de ce monde, sauf peut-être pour un achat occasionnel ou autre, et qu'elle construise sa propre base industrielle de défense. Si elle fait cela, dans 10 ou 15 ans, elle pourrait encore être assez puissante. Je veux dire, de quoi parle-t-on? 400 millions? Peut-être d'ici là, 350 millions, car leur population diminue. La nôtre aussi désormais. As-tu vu ce qu'il en est depuis qu'il a arrêté l'immigration? Nous avons maintenant une croissance démographique négative ou très proche de négative. Eh bien, je ne pense pas qu'un rôle diminué pour l'Europe serait forcément une mauvaise chose, tant que la situation reste stable, car j'ai tenu le même raisonnement lorsque je travaillais en Russie. J'ai dit que la Russie devrait essentiellement accepter son statut plus modeste dans le monde, contrairement au siècle précédent. À la différence du 19e ou du 20e siècle, lorsque la Russie avait à la fois l'intention et les moyens de s'affirmer comme une puissance hégémonique en Eurasie, elle serait désormais toujours la cible d'un contrepoids. De nos jours, les Japonais essayent de se rapprocher de la Russie afin de ne pas être trop dépendants de la Chine et ainsi ne plus compromettre leur neutralité dans les différends entre la Chine et le Japon. On constate que l'Inde ne veut pas que la Russie devienne trop centrée sur la Chine et cherche donc elle aussi à renforcer ses liens avec les Russes. Même avant 2022, les Européens faisaient preuve de prudence. Ne nous aliénons pas trop les Russes, sinon ils se rapprocheront trop de la Chine. C'est donc agréable de ne pas être dans cette position. Ils veulent rester équilibrés en permanence. On dispose d'un peu plus de flexibilité quand on n'a pas besoin d'être le plus grand acteur du quartier. Tu parles comme un homme sensé. Ouais, ils ne s'en soucient plus en Europe, pourtant. Y a-t-il un homme ou une femme sensé en Europe? Non. Je pense que c'est là le problème. Ils refusent tous d'accepter la réalité telle qu'elle est. Ils veulent tous retrouver les années 90. Mais tu sais, c'est fini. Il faut accepter les cartes qu'on a maintenant et en tirer le meilleur parti. Mais en gros, ils veulent faire comme s'ils étaient dans une autre situation. C'est donc très destructeur. Une faiblesse courante cependant, surtout lorsque de tels bouleversements de pouvoir se produisent, comme c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, merci d'avoir pris le temps. Avez-vous des réflexions finales avant que nous terminions? Non, j'espère avoir raison de penser que nous n'allons pas larguer des bombes ou quoi que ce soit d'autre sur l'Iran. Je veux dire, je pense simplement que ce serait une catastrophe. Une véritable catastrophe.
Je ne pourrais pas être plus d'accord. J'ai déjà fait remarquer que Trump avait rassemblé toutes ses forces dans la région, et je pense qu'il est le seul capable de simplement rentrer chez lui sans larguer de bombes sur l'Iran, qu'il peut simplement déplacer l'attention ailleurs. Parce que tu sais, il y a une semaine, on parlait d'envahir le Groenland, et maintenant, toutes ces forces militaires encerclent l'Iran. Il pourrait parler d'étouffer Cuba demain, et toute cette histoire avec l'Iran disparaîtrait. Donc je pense que c'est le seul président qui ait le culot professionnel nécessaire pour réussir un retrait humiliant. Mais je pense qu'à un certain niveau, c'est ce qu'il faut faire. Oh, il va le faire. Ce ne sera pas humiliant pour lui. Il va dire qu'il a mis fin à la guerre et qu'il a mis en place des mécanismes qui garantiront la paix pendant 40 ans. Je veux dire, c'est comme ça qu'il va le formuler. Et peut-être que tout cela tourne autour d'Epstein. Je ne sais pas, mais si tu as vu certaines des révélations qui sont sorties dans ces documents, même lourdement expurgées, malgré tout par ces idiots qui s'en occupent, des gens m'ont dit hier, oui, mais il n'y a pas de lien direct entre Trump et Epstein. Et puis quoi encore? Et ensuite, tu regardes certaines choses qui sont dites dans les emails et certaines choses dont tu peux deviner qu'elles ont été censurées. Ça doit probablement terrifier Donald Trump et peut-être Melania aussi. Oh non, c'est vraiment choquant, ces dossiers Epstein. On dirait que toutes les théories du complot jamais inventées viennent d'être prouvées. J'ai entendu ce matin que le NKVD, le GRU, quel que soit le nom de cet organisme en Russie aujourd'hui, et le Mossad avaient monté toute l'affaire et partageaient l'appareil de chantage. J'ai dit que je croyais tout ce qui là-dedans commençait par Mossad et se terminait par Mossad. Je ne pense pas que la Russie ait vraiment eu la main là-dedans, du moins je ne le vois nulle part. En revanche, je vois bien qu'il y a eu du chantage. Le même genre de chantage qui a eu lieu avec Ehud Barak pendant les négociations d'Oslo. Oui, j'ai vu celui-là. Eh bien, quand la poussière sera retombée, nous devrons parler des dossiers Epstein, je pense, car la portée politique est immense. Alors, Walt, merci beaucoup. L'ampleur de tout cela, c'est stupéfiant de voir combien de personnes ont été impliquées. On pourrait dire les initiés, les riches et célèbres de 2 continents. Oui, je veux dire, il n'y avait pas que le prince Andrew. Non, je pense que chaque pays dans le monde est maintenant un peu secoué par la question de savoir lequel de ces politiciens a été entraîné dans cette, opération d'influence. Club Med pour le monde entier. Un seul Club Med. Oui, à peu près. Ouais, eh bien merci encore. Prends soin de toi.